En juillet 2021, on a demandé au président Joe Biden si la prise de l'Afghanistan par les talibans était inévitable. Voici sa réponse. Non, ce n'est pas le cas. Parce que tu l'as fait. Les troupes afghanes comptent 30 000 hommes bien équipés, aussi bien que n'importe quelle armée au monde, et disposent d'une force aérienne. Contre environ 75 000 talibans, ce n'est pas inévitable. Comme nous le savons, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, en moins de 2 mois, les talibans avaient rempli la capitale afghane, Kaboul, et les Américains ont été forcés de subir un retrait d'une incompétence et d'une humiliation stupéfiantes. Le retrait a été si mal géré que les Américains ont laissé près de 83 milliards de dollars d'armes et d'équipements. Par exemple, voici un hélicoptère américain piloté par les talibans. Tout cela soulève la question. Comment les talibans ont-ils réussi ? Qu'est-il arrivé à ces 30 000 soldats dont Joe Biden a parlé ? Pourquoi n'ont-ils pas pu garder le contrôle du pays ? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, faisons un bref aperçu des événements. L'histoire de la guerre en Afghanistan. Pendant longtemps, l'Afghanistan était connu comme le cimetière des empires, et ce n'est pas sans raison. L'Afghanistan est un endroit impitoyable. Son paysage, composé de montagnes, vallées escarpées et déserts, est très difficile à traverser. Son climat est très rude, avec des chaleurs et des froids extrêmes. Ces conditions difficiles ont toujours donné aux défenseurs locaux résistants un avantage significatif sur toute armée envahissante. Cela signifiait que l'Afghanistan était toujours très difficile à contrôler à distance. Longtemps, ce fut une terre frontalière que les armées traversaient pour atteindre des régions plus riches comme l'Inde ou la Perse. L'Afghanistan est devenu indépendant du Royaume-Uni en 1919. À l'époque, Amanullah Khan, homme libéral et progressiste, dirigeait la nation et menait des réformes ambitieuses comme l'éducation des femmes et une constitution. 9 ans après l'indépendance, une guerre civile éclate et le roi Amanullah doit abdiquer. En 1933, Zahir Shah prend le trône et son règne marque la plus longue période de stabilité relative de l'histoire de l'Afghanistan. À cette époque, l'Afghanistan était assez libéral. Zahir Shah a instauré une démocratie parlementaire et donné le droit de vote aux femmes. Cependant, cette stabilité ne devait pas durer, car Zahia a été renversé en 1973 par son cousin et ancien Premier ministre Daoud Khan. 5 ans plus tard, Khan a été renversé et l'État afghan a commencé à s'effondrer. En 1979, l'Union soviétique envahit le pays, provoquant un conflit de 9 ans qui tua environ 10% de la population afghane. Finalement, l'Union soviétique a abandonné le conflit et s'est retirée en 1989. Après le départ de l'Union soviétique, la guerre civile a continué. Durant les années 1990, de nombreux groupes de milices menés par des chefs de guerre locaux se sont affrontés pour le contrôle du pays. En 1997, les talibans, mouvement islamique extrémiste soutenu par le Pakistan, étaient le groupe le plus puissant. Ils contrôlèrent près de 85% du pays, y compris Kaboul. Sous le régime des talibans, l'Afghanistan est devenu un centre du terrorisme islamique, un terrain d'entraînement pour les djihadistes qui voulaient faire la guerre à l'Occident. De nombreux groupes terroristes opéraient, mais le plus important était Al-Qaïda, dirigé par Oussama Ben Laden. Ben Laden venait d'une famille saoudienne incroyablement riche, ayant des liens étroits avec la famille royale. Son père, magnate de la construction, avait bâti plusieurs monuments célèbres d'Arabie saoudite. À la mort de son père, Oussama Ben Laden a hérité d'une grande fortune, qu'il utilisa pour financer ses activités terroristes. En 1996, il a déclaré la guerre à l'Amérique, l'accusant de crimes durables contre les musulmans. Les années suivantes, Ben Laden a orchestré plusieurs attentats terroristes contre des cibles américaines. En 1998, Al-Qaïda a fait exploser 2 camions devant les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. L'attentat a tué plus de 200 personnes et renforcé la notoriété de Ben Laden. En octobre 2000, Al-Qaïda a attaqué un navire américain au Yémen, causant une explosion et tuant 15 militaires. Cependant, ces attaques étaient insignifiantes face à ce qui suivrait. En septembre 2000, Al-Qaïda a commis la pire attaque terroriste en détournant des avions contre le World Trade Center. L'attaque à New York a tué près de 3000 personnes et a laissé le monde sous le choc.
Les Américains ne savaient pas tout de suite comment réagir. Ben Laden avait planifié et orchestré l'attaque depuis l'Afghanistan, mais il ne faisait techniquement pas partie du gouvernement afghan, et aucun des terroristes impliqués n'était afghan. Il faut se rappeler que les talibans et Al-Qaïda étaient différents et n'ont pas toujours eu de bonnes relations. Les talibans étaient ce qui se rapprochait le plus d'un État en Afghanistan et constituaient en fait le gouvernement. Le pays était en guerre civile et les talibans contrôlaient environ 85% du territoire. Al-Qaïda, en revanche, n'était qu'une organisation terroriste concentrée sur sa guerre contre l'Amérique. Elle existait en Afghanistan grâce à la bienveillance des talibans, qui, en théorie, auraient pu l'expulser du pays. Les Américains ont effectivement entamé des discussions avec les talibans pour voir s'ils pouvaient être convaincus de livrer Ben Laden, mais la négociation n'a abouti à rien. Les talibans refusant de coopérer, les Américains ont choisi de les renverser en soutenant la coalition de seigneurs de guerre afghans contre eux. Le soutien américain a été très efficace et, en 2 mois, les talibans ont été renversés avec seulement 13 pertes américaines. Cela dit, les Américains n'ont pas réussi à atteindre leur objectif principal, tuer ou capturer Oussama Ben Laden. Malheureusement pour les Américains, peu de réflexions avaient été menées sur ce qu'il fallait faire après l'éviction des talibans. Si les Américains partaient, les talibans reviendraient très probablement et l'Afghanistan continuerait simplement sa guerre civile. Il a été décidé que des forces internationales, dirigées par les Américains, resteraient dans le pays et essaieraient de développer l'état de droit ainsi qu'un gouvernement démocratique. Le 22 décembre, Hamid Karzai a été nommé président et est resté en poste environ 12 ans. Les talibans avaient été affaiblis, mais non éradiqués. La plupart s'étaient enfuis au Pakistan, y trouvant un refuge sûr pour se regrouper et se réarmer. En gagnant en puissance, ils ont déclenché une guérilla contre le gouvernement soutenu par l'Occident. La coalition internationale a alors formé et équipé une armée afghane censée combattre les talibans et assurer la sécurité du pays. Pendant les années suivantes, l'Afghanistan est resté dans un état très précaire, avec un gouvernement central faible à peine capable de rester au pouvoir, mais aussi incapable d'assurer une sécurité totale. La violence persistait et les talibans ont repris de nombreux territoires. En 2009, le président Obama a déployé 30 000 soldats de plus pour éliminer les talibans, sans succès. Durant cette période, les soldats de la coalition mouraient à cause de pièges explosifs et d'embuscades. En 2014, 13 ans après l'invasion, la plupart des forces de la coalition internationale se sont retirées. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont gardé quelques forces, mais en ont fortement réduit le nombre. Désormais, ils n'auraient que des rôles de soutien non combattants. Il y avait en fait des craintes que l'État afghan ne s'effondre à ce moment-là. Mais finalement, avec le soutien américain et britannique, il a tout juste réussi à tenir bon. Avec le temps, ce soutien est devenu impopulaire aux États-Unis. Beaucoup d'Américains ont douté que l'argent des contribuables serve à quelque chose. En 2016, la présidence américaine a été remportée par Donald Trump, qui avait toujours été sceptique quant à l'implication américaine en Afghanistan. Sous sa direction, l'Amérique a signé en février 2020 un traité de paix avec les talibans pour mettre fin à la guerre. En contrepartie de l'engagement des talibans contre le terrorisme, les États-Unis ont accepté de retirer toutes leurs forces d'Afghanistan. En 2021, les forces de la coalition se sont retirées. En mai, les dernières troupes de l'OTAN sont parties. Il ne restait plus que les forces américaines. Début mai, le pays était partagé entre le gouvernement et les talibans, chacun contrôlant une part similaire du territoire. Et avec de nombreuses zones contestées. Cependant, cette carte allait changer très rapidement. En mai, les États-Unis ont quitté leur base aérienne de Kandahar. En juillet, ils ont quitté la base de Bagram, au nord de Kaboul. De façon étonnante, les Américains ont quitté la base aérienne à 3 heures du matin sans prévenir les forces afghanes avec lesquelles ils combattaient. Les Afghans ne l'ont découvert qu'à leur réveil. L'évacuation de la base aérienne de Bagram était un bon indicateur du niveau de désorganisation et de chaos auquel le retrait allait ressembler. Désormais, les Américains n'étaient présents qu'à Kaboul, tandis que les talibans prenaient de vastes territoires. Par exemple, le 14 juillet, ils ont capturé Spin Baldak, un point de passage frontalier crucial vers le Pakistan. En août, l'armée afghane était en état d'effondrement total. En de nombreux lieux, elle s'est dissoute lorsque les commandants locaux, convaincus de la victoire des talibans, ont passé des accords avec eux. Les talibans ont pris de nombreuses provinces sans résistance, l'armée afghane ayant perdu la volonté de combattre. Le 15 août, les talibans sont entrés dans Kaboul, provoquant un véritable chaos.
Les Américains n'avaient en fait pas totalement évacué la ville et allaient donc devoir faire sortir leurs forces alors qu'elle était sous le contrôle des talibans. De nombreux Afghans ayant aidé les Américains redoutaient désormais des représailles et des talibans, aggravant la situation. En théorie, l'Amérique voulait aussi évacuer ces personnes, mais la situation était si chaotique qu'aucune procédure n'existait. Des hélicoptères militaires évacuaient en urgence le personnel de l'ambassade américaine. Les Américains comptaient environ 5000 soldats à Kaboul, tentant de contrôler une zone réduite, dont l'aéroport. Il régnait un état de panique général parmi la population civile, car les gens craignaient ce qui allait se passer sous le régime taliban. Beaucoup de personnes ont tenté de forcer l'accès aux avions américains. Une séquence célèbre montrait des centaines de personnes accrochées à un avion américain, espérant quitter l'Afghanistan. Plusieurs personnes sont mortes dans le chaos, y compris une qui avait réussi à se glisser dans le train d'atterrissage de l'avion. Les Américains et Britanniques prendraient environ 2 semaines pour évacuer Kaboul, marquant l'un des épisodes les plus humiliants de l'histoire américaine. Le 26 août, une attaque terroriste menée par l'État islamique a tué près de 200 personnes, dont 13 soldats américains. Le dernier vol d'évacuation américain a eu lieu le 31 août, et avec cela, les talibans avaient presque le contrôle total du pays. La guerre de l'Amérique en Afghanistan était terminée, ayant été un échec cuisant. Elle a eu des troupes en Afghanistan pendant 20 ans et n'a rien à en montrer. Les talibans étaient au pouvoir avant l'arrivée, puis après le départ des Américains. Voici ce qui s'est produit. La chute totale de l'armée et du gouvernement afghan en quelques semaines. Comment expliquer cette défaite stupéfiante ? Eh bien, il est probablement essentiel de se concentrer sur la faiblesse et la corruption de l'État afghan. Pour comprendre le gouvernement afghan, il faut comprendre les circonstances dans lesquelles il est né. Nous devons donc examiner de plus près ce que nous appelons généralement le gouvernement américain. L'invasion de l'Afghanistan. À mon avis, qualifier l'intervention américaine de 2001 d'invasion est en réalité quelque peu inexact. Pour comprendre, il suffit de comparer le nombre de soldats envoyés par l'Amérique en Afghanistan et en Irak. L'invasion américaine de l'Irak était sans aucun doute une véritable invasion. Ils ont envoyé près d'un demi-million de soldats pour submerger et occuper le pays. En Afghanistan, les États-Unis ont déployé environ 5000 hommes, soit 1% des effectifs. Plutôt que de considérer cela comme une invasion, je pense qu'il vaut mieux le voir comme l'Amérique prenant parti dans une guerre civile déjà en cours. Avant 2001, l'Afghanistan connaissait une guerre civile opposant les talibans à l'Alliance du Nord, coalition de seigneurs de guerre. Les talibans contrôlaient la majorité du pays, mais seulement environ 85%. Le conflit était dans une impasse depuis 5 ans. Aucun camp, ni talibans, ni Alliance du Nord, ne parvenant à l'emporter. Lorsque les États-Unis sont intervenus à la fin de 2001, ils ont fait pencher la balance en faveur des seigneurs de guerre de l'Alliance du Nord, leur permettant de vaincre les talibans. La grande majorité des combats au sol a été menée par l'Alliance du Nord. Les États-Unis les ont aidés avec un soutien aérien, des forces spéciales et de l'argent. Par exemple, un Américain, possiblement agent de la CIA, était sur place et échangeait avec un chef de guerre afghan, qui lui signalait où il souhaitait des frappes aériennes américaines. Grâce à cette aide, les chefs de guerre ont vaincu et expulsé les talibans. Pour les Américains, c'était très pratique et cela signifiait qu'ils n'avaient à envoyer qu'environ 5000 soldats et qu'ils n'ont subi que 13 pertes. Cependant, cela signifiait aussi que lorsque les États-Unis voulaient créer un gouvernement afghan qu'ils pouvaient soutenir, il n'y avait aucun moyen de le faire sans l'accord des chefs de guerre de l'Alliance du Nord. Ils avaient joué un rôle majeur dans l'expulsion des talibans du pays et c'était eux qui contrôlaient réellement le pays sur le terrain. Bien sûr, de leur point de vue, c'était eux qui avaient réellement gagné la guerre. Comme vous pouvez l'imaginer, étant donné que ces hommes étaient des seigneurs de guerre afghans, beaucoup d'entre eux étaient des personnages extrêmement peu recommandables et douteux. Pour vous donner une idée de qui ils étaient, j'aimerais examiner de plus près certains d'entre eux. D'abord, parlons d'Abdul Rashid Dostum. Dostum avait beaucoup de pouvoir auprès des Ouzbeks ethniques qui vivent principalement dans le nord de l'Afghanistan. À son apogée, il bénéficiait du soutien de millions d'Ouzbeks et avait participé à la guerre civile afghane durant des décennies. En fait, il avait même combattu pour les soviétiques dans les années 1980. Dostum, comme d'autres seigneurs de guerre, disposait d'une armée privée pour contrôler son territoire. Il commandait environ 10 000 hommes et possédait d'anciens équipements soviétiques, dont des chars T-55. Certains des seigneurs de guerre avaient même des hélicoptères. Comme beaucoup de seigneurs de guerre afghans, Dostum était essentiellement un psychopathe.
Par exemple, il voulait épouser sa petite amie de 15 ans alors qu'il avait déjà 2 épouses, ce qui ne lui suffisait pas. Il voulait en prendre une troisième. Malheureusement pour Dostam, il lui fallait le consentement de ses 2 épouses, mais elles ont refusé. Sa solution a été de forcer son chauffeur personnel à épouser sa petite amie de 15 ans afin qu'ils puissent continuer à se voir en secret. Le chauffeur a refusé d'épouser la jeune fille et Dostam l'a donc puni brutalement. Lui et ses gardes du corps ont violé et torturé le chauffeur à plusieurs reprises pendant des jours. Finalement, ils l'ont laissé enchaîné par la lèvre à l'intérieur d'un conteneur de camion. Ce genre de comportement psychopathe était typique de Dostum, qui utilisait régulièrement la violence sexuelle contre ses adversaires politiques. Il était aussi un pédophile qui violait des enfants. Malheureusement, Dostum était précisément le genre de personnage avec qui les Américains collaboraient, d'abord contre les talibans, puis au sein du gouvernement. Il avait combattu dans la guerre civile avant 2001. Ainsi, quand les Américains ont voulu chasser les talibans, ils ont dû soutenir des personnes comme Dostum. Ils lui donnaient de l'argent et effectuaient avant tout des frappes aériennes, là où il leur disait de le faire. Ce sont ces hommes qui avaient réellement chassé les talibans du pays. Les États-Unis ont donc dû l'intégrer au nouveau gouvernement afghan en cours de création. Dostum est devenu vice-président en 2014 et maréchal. Un autre chef de guerre était Abdul Razik. Sous l'occupation américaine, Razik était devenu chef de la police de Kandahar et l'un des responsables de la sécurité les plus influents. Comme Dostum, il était très corrompu et peut-être encore plus psychopathe. Par exemple, il torturait ses prisonniers dans des cachots et exécutait sans jugement. Son comportement était si mauvais que l'Organisation des Nations Unies voulait des poursuites et que les Américains ont interdit le transfert de détenus vers ces prisons. Il était aussi corrompu, détournant une grosse somme. Par exemple, il a pris beaucoup d'argent que le gouvernement devait recevoir en impôts, à Spinboldak. En traversant au Pakistan, Razik participait aussi au trafic de drogue. Comme vous pouvez l'imaginer, avec des hommes comme ça dans les parages, la politique afghane ressemblait à quelque chose tout droit sorti de Game of Thrones. L'Afghanistan était une terre balkanisée où le pouvoir dépendait du nombre de soldats qu'un homme commandait. Étant donné que ce genre d'homme faisait partie intégrante du gouvernement afghan, il ne faut pas s'étonner qu'il se soit effondré. De nombreux seigneurs de guerre ne s'appréciaient pas, et certains s'étaient déjà affrontés. La seule chose qui les unissait au départ, c'était qu'ils combattaient les talibans, et même cela n'était pas vrai pour tous. J'espère qu'à présent, vous avez vu certaines des personnes impliquées dans le gouvernement afghan. Vous pouvez constater que le qualifier de corrompu ne lui rend vraiment pas justice. C'était une institution Frankenstein, un groupe étrange d'anciens seigneurs de guerre, technocrates et bienfaiteurs occidentaux, aux objectifs souvent contradictoires. De nombreux membres s'engageaient peu dans sa réussite. Pour certains, c'était surtout un moyen de détourner l'aide internationale. Comme vous pouvez l'imaginer, cela signifiait que c'était une institution extrêmement faible, et cela est particulièrement visible lorsque l'on regarde comment elle fonctionnait financièrement. Pendant toute son existence, le gouvernement afghan a été totalement dépendant de l'argent américain pour pouvoir simplement garder les lumières allumées. En 2017, les dépenses du gouvernement afghan étaient d'environ 11 milliards de dollars. Un quart de cette somme venait des recettes fiscales, tandis que 8,5 milliards, soit 3/4, provenaient de l'aide internationale, surtout des États-Unis. Près de 40% de ce montant ont servi à la sécurité, l'armée et la police. Impossible de savoir précisément à quoi servait cet argent, mais une grande partie a été gaspillée et volée. L'un des moyens les plus courants de voler cet argent était qu'un fonctionnaire corrompu recevait de l'argent pour gérer une école ou un hôpital, mais le mettait simplement dans sa poche. Pour paraphraser un rapport américain de 2016, l'absence de sécurité rendait impossible l'inspection des projets de reconstruction financés par les États-Unis. Des millions de dollars étaient volés et le gouvernement payait pour de nombreuses écoles fantômes, enseignants fantômes et élèves fantômes qui n'existaient pas. Parfois, la corruption était si flagrante qu'elle en devenait absurde. Par exemple, le système de transport routier qui approvisionnait les forces américaines a fini par envoyer d'énormes sommes d'argent à toutes sortes de personnages louches. Un rapport indique que le transport routier servait un vaste racket de protection orchestré par un réseau de seigneurs de guerre, chefs, commandants et responsables afghans corrompus. Un propriétaire d'une entreprise de transport routier a même réussi à mettre la main sur plus de 160 millions de dollars provenant des contribuables américains. Cependant, se contenter de regarder combien d'argent d'aide était alloué au gouvernement sous-estime en réalité l'ampleur de l'aide qu'il recevait. Les États-Unis finançaient tant le gouvernement afghan tout en dépensant beaucoup pour maintenir leurs troupes afin de lutter contre les talibans.
Entre 2016 et 2020, ils dépensaient environ 40 milliards de dollars par an pour leurs forces militaires sur place. Autre problème majeur, le gouvernement ne contrôlait même pas vraiment ces zones officielles. Par exemple, voici une carte de 2017. Bien que la majorité du pays fût censée être sous contrôle gouvernemental, ce pouvoir y restait très précaire. Ces zones comptaient mais bien quelques troupes gouvernementales, mais elles restaient souvent cantonnées dans leurs bases et avant-postes, au lieu de projeter le pouvoir du gouvernement central. Dans certains villages, le gouvernement contrôlait la journée et se retirait le soir, puis les talibans prenaient le contrôle la nuit. Au final, si les talibans ont repris l'Afghanistan, c'est parce qu'ils ont vaincu l'armée nationale afghane. Nous devons donc y regarder de plus près. Comme le dit l'adage, une armée reflète son gouvernement. Vu la corruption et la dysfonction du gouvernement afghan, il n'est pas surprenant que l'armée ait aussi eu de sérieux problèmes. Sur le papier, l'armée afghane comptait plus de 21 000 hommes à sa disposition, ce qui aurait constitué une force de combat redoutable. Cependant, en réalité, ils étaient bien moins nombreux que cela. C'était parce que beaucoup de ces soldats étaient des soldats fantômes qui n'existaient même pas. Un commandant local prétendait avoir 1000 hommes pour obtenir salaire, nourriture, vêtements et équipements pour eux. En réalité, il n'y avait peut-être que 200 soldats. Le commandant empochait alors l'argent et revendait l'équipement au marché noir. Une grande partie de cet équipement se retrouvait alors entre les mains des talibans. Les soldats fantômes posaient un problème, non seulement pour l'argent perdu, mais aussi car personne ne connaissait vraiment la capacité de l'armée afghane. Un rapport américain indiquait « Ni les États-Unis ni leurs alliés afghans ne savent réellement combien de soldats et de policiers afghans sont disponibles pour le service, ou plus largement, leur réelle capacité opérationnelle. » Les soldats sans présent étaient souvent extrêmement démoralisés et pas particulièrement engagés envers le gouvernement afghan. Ceci était principalement dû au taux de perte très élevé. Selon le président afghan Ashraf Ghani, environ 9000 hommes étaient tués chaque année. Un autre facteur était que beaucoup d'entre eux n'étaient pas payés. L'argent destiné à payer les salaires des soldats était souvent volé. C'était aussi le cas pour les autres fournitures dont les hommes avaient besoin, comme la nourriture et les munitions. Étant donné que les soldats étaient aussi maltraités, vous ne serez pas surpris d'apprendre que beaucoup d'entre eux ont déserté. À un moment donné, environ 5000 hommes par mois quittaient les rangs. Même lorsque les hommes ne désertaient pas, ils partaient souvent, simplement à la fin de leur contrat de service. C'était un problème majeur car l'argent investi dans leur formation et leur expérience était perdu. Un autre énorme problème était que l'armée était construite de telle manière qu'elle dépendait du soutien américain. On n'a pas veillé à créer une armée autonome. L'armée afghane a été conçue comme une force américaine, dotée de matériel high-tech, d'une logistique étendue et de tactiques complexes. Tenter de faire fonctionner une armée majoritairement composée d'analphabètes ne pouvait pas marcher. Avec le recul, c'est vraiment un peu fou de voir comment les Américains ont construit une force qui était intrinsèquement dépendante d'eux-mêmes, sachant qu'ils ne voulaient pas rester éternellement. Par exemple, les Afghans ont reçu des hélicoptères américains, ce qui signifiait qu'ils seraient toujours dépendants de coûteux contractants américains pour les entretenir. Les Afghans utilisaient d'abord l'hélicoptère Mi-17 russe, relativement simple à entretenir. On espérait que les Afghans eux-mêmes pourraient les entretenir vers 2019. Cependant, les Américains ne voulaient encore pas que les Afghans utilisent même des hélicoptères de fabrication russe. En 2016, ils ont donc choisi de modifier leur offre. Ils ont décidé de fournir l'UH-60 Black Hawk, qui est incroyablement complexe et nécessite des années de formation pour être utilisé. La pleine capacité d'une arme aussi avancée ne pourrait jamais être exploitée, car l'armée afghane était loin d'être une méritocratie. Par exemple, il arrivait souvent que des hommes plus jeunes et plus compétents soient écartés des postes importants, car le respect des anciens est une valeur fondamentale de la culture afghane. Dans l'ensemble, l'armée que l'Amérique essayait de construire était bien plus high-tech et compliquée qu'elle n'aurait dû l'être. Et elle allait toujours dépendre d'eux. Étant donné que les Américains savaient même qu'ils voulaient repartir un jour, c'était une décision très imprudente. Tout ce que j'ai dit explique en grande partie pourquoi les talibans ont gagné, mais il pourrait y avoir une autre raison, moins évoquée. C'est encore plus important, le rôle du Pakistan. Le rôle du Pakistan durant le conflit ne peut être surestimé. Tout au long de son existence, les talibans ont été aidés par le Pakistan de multiples façons. Nombre de ces recrues proviennent des écoles islamiques du nord-ouest du Pakistan et le gouvernement pakistanais facilitait leur voyage vers les talibans. Le Pakistan a aussi donné aux talibans armes et argent.
Il a été clé dans le succès des talibans dans les années 1990, quand ils ont presque vaincu l'Alliance des Seigneurs de la Guerre. Ensuite, après la défaite des talibans en 2001, c'est au Pakistan qu'ils se sont réfugiés. Cela a certes été très utile aux talibans pour se regrouper et se réarmer, sans la possibilité de trouver refuge au Pakistan. En 2001, il est très probable que les talibans auraient été complètement éradiqués et auraient disparu. Parce qu'ils pouvaient aller au Pakistan, ils ont pu se reconstruire et finir par lancer l'insurrection au milieu des années 2000. Pendant cette insurrection, ils ont continué à recevoir le soutien du Pakistan. Tout cela soulève la question suivante. Pourquoi le Pakistan a-t-il fait cela? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? La principale raison pour laquelle le Pakistan a autant aidé les talibans, c'est à cause de sa rivalité persistante avec son ennemi, l'Inde. Depuis la création des deux pays, l'Inde et le Pakistan sont de farouches ennemis et ont mené 4 guerres. À cause de cette rivalité, l'une des plus grandes craintes du Pakistan est que l'Inde gagne de l'influence en Afghanistan, ce qui le laisserait entouré de voisins hostiles des deux côtés. Pour éviter cela, il a soutenu les talibans en Afghanistan, espérant qu'ils prennent le pouvoir et fassent de l'Afghanistan un État client. Les préoccupations du Pakistan sur l'influence grandissante de l'Inde en Afghanistan étaient vraiment fondées. Dans les années 1990, l'Inde finançait l'Alliance des Seigneurs de Guerre contre les talibans. Vu ainsi, le conflit afghan, qui dure depuis des décennies, peut être en partie vu comme une guerre par procuration entre l'Inde et le Pakistan. Donc pour revenir à la question de savoir pourquoi les talibans ont gagné, je pense que le Pakistan est une grande partie de la réponse. Comme vous pouvez l'imaginer, le Pakistan est bien plus disposé et bien plus capable de soutenir son groupe allié en Afghanistan que l'Amérique ne l'aurait jamais été. Avec un soutien durable et un adversaire faible et divisé, on peut se demander si la victoire des talibans n'était pas inévitable.